Icône, pour vous servir. Bienvenue sur ma chaîne. Les livres sont devenus pour les hommes les bases des données du savoir de plusieurs millénaires. De nos jours, on aurait tendance à oublier qu'ils sont les gardiens de ce savoir, les disques durs de l'humanité. Regardons de plus près. Générique. Avant d'avoir créé le livre, l'homme a dû inventer le langage, et ce langage, il fallait lui donner des images pour chaque mot. Au début, il s'agissait surtout d'idéogrammes interprétant un objet, une tâche, ou toute autre notion quelconque. Il semblerait que les premières traces d'écriture servaient notamment à archiver des données de comptabilité. Pour vous donner une idée de ce qu'est un idéogramme, vous en voyez tous les jours au bord des routes, les panneaux de signalisation. Une image qui donne et rappelle une idée, puis sont apparus les signes phonétiques. Donc une image qui interprète un son. Et cette image de phonétique évolue au cours du temps pour ne plus ressembler à un objet mais à un symbole. Ainsi est née l'écriture. Cette écriture était d'abord gravée sur de la pierre ou du bois. Vous m'en graverez 4 blocs. En Mésopotamie, 3000 ans avant Jean-Christophe, l'argile était utilisée comme support d'écriture sous forme de tablette. On utilisait alors un calame pour donner une empreinte en forme de petit triangle, appelé coin, qui permettait de composer tout un système d'écriture élaboré appelé écriture cunéiforme. Ok. L'avantage de l'argile, c'est qu'elle peut être corrigée, et une fois prête, elle était cuite pour durer dans le temps et rendre ineffaçables les données écrites dessus. On trouve encore actuellement dans les sites de fouilles beaucoup de tablettes d'argile de ce type. À Mossoul, en Irak, sur le site de l'ancienne ville de Ninive, les archéologues ont retrouvé plus de 22 000 tablettes écrites en cunéiforme, datant de 700 ans avant Jean-Christophe. En Égypte, en Grèce et à Rome, on utilisera par la suite les rouleaux de papyrus que l'on appellera volumina. Ils sont composés de feuilles de papyrus collées les unes après les autres. Le rouleau standard mesurait une dizaine de mètres, mais on a retrouvé des rouleaux de près de 40 mètres, comme celui racontant la chronique du règne de Ramsès III. L'homme a vite compris que pour des raisons de pérennité, il avait besoin d'un support d'écriture facile à manier et léger. En 300 avant Jean-Christophe, le papyrus, qui est d'origine végétale, aura un concurrent, le parchemin, qui lui est d'origine animale, rendant le support d'écriture plus solide dans le temps. Le parchemin permettait aussi d'effacer le texte, mais ce support était assez onéreux de par sa provenance et sa fabrication. De nos jours, les derniers rouleaux que l'on utilise encore sont ceux de la Torah. Chez les Romains, des tablettes en bois recouvertes de cire permettaient d'écrire des notes temporaires, ou utilisées par des élèves pour apprendre l'écriture. On utilisait alors un stylet pointu avec une boule à l'autre extrémité. Dans l'Antiquité, les auteurs et les éditeurs n'avaient aucun droit sur leurs œuvres. Je m'en fous. N'importe qui pouvait modifier un texte et le publier. Il était ainsi possible de trouver des textes racontant la même histoire, mais avec des différences dans la narration. La seule chose qui revenait à l'auteur était sa notoriété et sa célébrité. En Grèce, on notera plusieurs grandes bibliothèques contenant des volumina, dont la plus célèbre, celle d'Alexandrie. Créée par Ptolémée Soter, elle aurait contenu 540 000 volumes. Celle-ci brûla par la suite, tout le monde connaît déjà l'histoire. Ce fut la perte tragique de bon nombre de volumes uniques qui ne parviendront jamais jusqu'à nous. Celle de Pergame, proche de la mer Égée, contenait 200 000 volumes. Il y avait aussi des bibliothèques à Athènes, à Rhodes et à Antioche. Dans chaque bibliothèque, vous trouviez obligatoirement un atelier de copistes qui s'occupait de traduire les volumes qui passaient entre leurs mains. L'extension de l'Empire romain permit la diffusion en Europe des premiers volumina, qui étaient réservés principalement à l'élite et permettaient aussi la diffusion du latin. À cette époque, la bibliothèque démontre un certain prestige intellectuel et peut influencer même en politique. César souhaitait construire une immense bibliothèque à Rome. En 377, Rome possédait 28 bibliothèques officielles. À cette période, à la fin de l'Antiquité, les volumina sont remplacés progressivement par des codex. Il s'agit d'un ensemble de feuilles reliées sur un côté, rendant l'objet plus pratique à manipuler et à transporter, et permet de prendre des notes tout en lisant. En effet, la lecture en rouleau prenait les deux mains pour tenir celui-ci ouvert. Apparaissent alors la ponctuation et la séparation des mots, ainsi que les majuscules. Apparaissent aussi les tables de matière et la numérotation des pages, permettant un accès rapide à l'information. Le livre est si efficace qu'il restera sous ce principe jusqu'à nous, plus de 1500 ans après. Cependant, de nombreux volumes en papyrus ne supportent pas le climat européen. Cette matière est conçue pour les pays chauds et secs. L'humidité détériore rapidement les feuilles, principalement par moisissure. Même le papier, ça ne cachère. Le parchemin remplacera alors progressivement le papyrus.
La transition durera jusqu'au XIe siècle, période où la lecture deviendra une occupation pour l'élite, les livres étant trop onéreux pour la classe paysanne. C'est à cette époque que nombre d'histoires, de chansons et de traditions orales seront mises en livre pour pouvoir en assurer la pérennité. Vers le XIe siècle, le papier apparaît et supplante rapidement le parchemin, qui est beaucoup trop cher à produire. C'est les monastères qui seront en charge de garder le savoir, même des livres interdits, et d'en faire des copies, pour autant qu'ils aient une autorisation de l'Église. Le livre le plus recopié est celui de la Bible chrétienne. Il faut savoir qu'à cette époque, nombre de gens croyaient en une fin du monde imminente. Il fallait donc transmettre la parole de Dieu rapidement à travers l'Europe. Ceci afin d'expliquer à la population les bonnes pratiques pour être acceptés au paradis. C'est grâce au moins de copistes que certains livres interdits par les autorités religieuses ont pu être conservés et cachés à l'abri de la population. Nous sommes dans une des plus grandes bibliothèques de toute la chrétienté. Ceci était entretenu et copié dans le scriptorium, un atelier dédié à cet effet. Les copies des livres servaient principalement à la diffusion des préceptes religieux entre monastères. La reproduction d'un livre était un travail commun entre plusieurs moines. Au XIIe siècle, les abbayes ne peuvent plus être considérées comme le centre intellectuel à part entière. Ceci suite à la renaissance intellectuelle de cette période, laissant un peu le libre droit au peuple de lire ce que bon lui semblerait, pour autant que le livre se soit vulgarisé. La liste des écrivains qui ont subi la censure et qui sont sur la liste de l'Index Librorum Prohibitorum du Vatican est en ligne sur Wikipédia. Le lien est en description. Cette liste peut prêter à sourire et si l'on réfléchit bien, c'est lorsque quelque chose est interdit que vous en créez un fantasme, ce qui produit l'effet inverse. Pour un livre, lorsqu'il est mis à l'interdit, la rumeur se propage et fait parler de l'ouvrage indirectement. S'il n'avait pas été interdit, peut-être qu'il n'aurait pas marché du tout. Enfin, si je vous dis « ne pensez pas à un éléphant », à quoi pensez-vous? Peut-être que je me trompe, mais le scandale a toujours été une forme de publicité indirecte à travers l'histoire. C'est pour ça que lorsqu'un livre d'une personne célèbre sort, il y a toujours au minimum un scandale dedans pour faire parler de lui et vendre. En résumé, ne croyez pas tout ce que l'on vous écrit, et surtout, est-il nécessaire de lire ça? Ça devrait être la toute première question à se poser. La production des livres se verra petit à petit prise en charge par les universités plutôt que l'élite intellectuelle des monastères. Les textes de droit, les histoires, la poésie sont très plébiscités. Et forcément, un nouveau métier apparaît, libraire. Les Chinois, eux, utilisaient déjà le papier depuis le 1er siècle, et au XIe siècle, le forgeron Picheng inventa les caractères mobiles. Mais il semblerait que la technique n'était pas au point à cause de la mauvaise qualité de l'encre. Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Les musulmans, au 8e siècle, apprirent des Chinois la fabrication du papier, et ensuite ils transmettèrent la technique en Europe, ainsi qu'une multitude des œuvres grecques. En 1450, la reproduction des livres devient industrielle grâce à Gutenberg, qui invente une presse à caractère mobile, à partir des pièces d'un pressoir à raisin. Le prix des livres baisse, mais l'analphabétisme freine quelque peu son expansion. Évidemment, l'Église n'aimait pas trop l'imprimerie, qui permettait la diffusion d'idées à grande échelle, mais en même temps, elle put constater une plus large diffusion des Saintes Écritures grâce à la Bible produite en masse par l'imprimerie. Pour amplifier la vente des livres, les éditeurs décident de produire des livres en langue locale, et non plus exclusivement du latin. La plupart des livres sont de simples feuillets souples, les couvertures en dur étant plus onéreuses et donc réservées à l'élite. La typographie ouvre à de nouveaux métiers. En effet, il faut sculpter une lettre en négatif pour pouvoir la mouler à l'envers et ainsi l'imprimer à l'endroit. Ce travail nécessite des mains d'orfèvre ciselant la matrice de moulage. Les gravures, elles, sont données à des artistes à part entière pour créer des illustrations, mais nécessitent généralement un deuxième passage en presse pour poser l'illustration. Les autorités politiques ou religieuses pouvaient se permettre de passer commande de livres dont les droits étaient protégés, sinon le reste des publications tombait alors directement dans le droit public. En 1560, lorsque le Vatican publie l'Index Librorum Prohibitorum, la fameuse liste des ouvrages interdits par les autorités religieuses, la saisie des livres interdits était alors un des passe-temps les plus importants de l'Inquisition. Les protestants aussi mettaient un veto sur certaines publications. Il est intéressant aussi de se dire qu'un des livres qui a été le plus censuré était la Bible. Paradoxal, non? En effet, il pouvait apparaître des bibles en grec, en langue locale et commentées. L'Église pas aimé ça. Autour de l'année 1600, 3 écrivains sont mis à l'index en Europe. Montaigne, pour son livre Essai, sorti en 1580, Cervantes pour Don Quichotte en 1605, et Shakespeare en 1623. Au début du XVIIe siècle, apparaît en France à Troyes le format dit brochure. C'est un livre souple recouvert de papier bleu racontant des histoires populaires, des contes et des informations pratiques.
Il s'agit de littérature destinée aux paysans en langue locale, vendue par colportage. Tu peux te faire un paquet d'oseille, hein? Le latin restant une langue réservée à l'élite, le peuple ne la comprenait pas. Dis pas que t'es un gagnant. Petite parenthèse, le colporteur est un vendeur ambulant transportant sa marchandise à vendre avec lui et se présentant de manière spontanée. Fin de la parenthèse. Celle qu'on appelait alors en France la Bibliothèque Bleue eut son impact dans la littérature française. Les autres pays avaient aussi leur propre production similaire dans leur langue. Comme en Angleterre avec le chapbook, à la même période, produisant le même genre de récit. Avant l'apparition du journalisme, c'étaient les écrivains qui publiaient des articles d'événements locaux en plus de leurs récits jusqu'à la fin du 19e siècle. La première encyclopédie apparaît en Allemagne et en Angleterre, puis en France aux alentours de 1750, et ce sera un carton. Le livre encyclopédique permet de s'approprier de nombreuses connaissances sur le bout du doigt, ceci malgré son coût élevé. Celle-ci sera détrônée uniquement lorsqu'Internet surgira dans les foyers à partir des années 90. Et justement, beaucoup de gens s'imaginaient qu'avec Internet, les livres disparaîtraient, surtout avec l'apparition des liseuses. Ce n'est pas le cas, il semblerait que le public a boudé passablement la technologie du livre numérique sur les tablettes à encre électronique. Le papier est bel et bien toujours présent. Peut-être que le numérique n'a pas cette chaleur de la lecture sur papier standard. Les premiers livres de poche apparaissent en 1953 et semblent marquer un large public, ce qui fit encore marquer un bond conséquent dans la vente des livres qui était maintenant ouverte à tous. On peut même rire des réactions de certaines personnes qui s'estimaient au-dessus du peuple. Voyez plutôt. Que pensez-vous du livre de poche? Beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire finalement, qui n'avaient jamais ressenti le besoin de lire. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains, ce qui leur a donné une espèce de prétention intellectuelle qu'ils n'avaient pas. J'espère qu'il s'est reconnu et qu'il en a honte, s'il est toujours là. À sa création, le livre était souvent unique, et comme on l'a vu, certains étaient en charge d'en faire des copies. Mais certains livres restaient uniques, et le restaient soit à cause des interdits de l'Église, soit parce que l'auteur ne souhaitait pas dupliquer ses données. T'as payé un Don Quichotte édition 1780 en 4 volumes. Quel fils de... Ce qui fait que maintenant, ces livres sont devenus des légendes, et sont perdus et encore recherchés par les plus grands spécialistes. Certains livres ont même été effacés au Moyen-Âge pour être écrits par-dessus. On appelle ça un palimpseste. Pour exemple, le palimpseste d'Archimède, un recueil rare d'Archimède de Syracuse transformé 300 ans plus tard en livre de prière. Comme quoi l'ignorance peut être source de dégâts. Néanmoins, les techniques modernes ont pu récupérer les écrits de ce mathématicien et physicien de l'Antiquité. Le livre Le nom de la rose parle de l'histoire d'un moine enquêteur qui se rend dans une abbaye pour y mener une enquête de meurtre et tombe malgré lui sur une bibliothèque cachée où sont entreposés des livres uniques, soi-disant disparus. Dans le film du même nom, Guillaume de Baskerville pense avoir trouvé un exemplaire de la Poétique d'Aristote. Il s'agit justement d'un livre ayant bien existé par le passé, mais qui a été partiellement perdu au cours du temps. Nombre de livres inestimables ont disparu. Une liste non exhaustive de ces livres, classés par leur auteur, est disponible sur Wikipédia. Lien en description. Parmi les livres les plus rares, vous avez le livre des prières de Rothschild, enrichi de magnifiques enluminures et qui a été vendu au milliardaire australien Kerry Stokes pour 13,6 millions de dollars. Le livre Birds of America, un livre ornithologique avec de magnifiques illustrations en couleur, tiré seulement à 200 exemplaires en 1938, il n'en reste que 119 exemplaires. En 2010, le dernier s'est vendu pour 8,6 millions d'euros. The Bay Psalm Book n'existe qu'en 11 exemplaires dans sa première édition de 1640. Il s'agit d'une traduction directe de l'hébreu du premier livre des psaumes aux États-Unis. En 2013, un des 11 volumes s'est vendu 14,2 millions de dollars. La Bible de Gutenberg, première édition, est un grand classique connu pour être la première Bible imprimée sous presse typographique en 1455. Seulement 180 exemplaires. La Bibliothèque nationale de France à Paris en possède un exemplaire. Si vous êtes intéressé, cette Bible est estimée à 20 millions d'euros. Le Codex Leicester, appelé aussi Codex Hammer, est un recueil d'écrits scientifiques de Léonard de Vinci, écrit en italien et en écriture spéculaire, avec des croquis dessinés à la main par le Florentin lui-même, comptant 70 pages. Il fut acheté par Bill Gates dans les années 90 pour la somme de 30,8 millions d'euros. Avec l'inflation, comptez aujourd'hui 50 millions d'euros. Si vous voulez mieux connaître ce personnage bizarre qu'était Léonard, j'ai déjà fait une vidéo sur lui dont je vous joins le lien. Petite parenthèse, une écriture spéculaire est une écriture inversée qui ne peut se lire qu'avec un miroir. Léonard de Vinci l'utilisait pour éviter que quelqu'un relise trop facilement ses notes. Fin de la parenthèse. Si vous êtes intéressé par l'achat de livres rares, je vous conseille le site de la librairie Koegi. Le lien est en description. Mais d'avance, je vous informe que les prix en euros tournent entre 4 et 5 chiffres par volume.
Mais qui sait, vous ferez peut-être un excellent investissement qui prendra beaucoup de valeur par la suite. Mais réfléchissez bien, et faites-vous conseiller par des spécialistes avant de faire une acquisition. Évitez d'acheter des livres anciens sur des sites d'annonces en ligne, où vous pouvez tomber sur des fausses raretés, voire même des contrefaçons. Seule votre étude préalable dans ce domaine pourra vous mettre en garde de vos achats. Première estimation, que vous avez ici une collection d'une valeur d'environ 600 000 $. 600 000 $? Qu'en est-il de l'avenir des livres? Le livre est encore loin de disparaître. Comme je le disais précédemment, cela fait une dizaine d'années que sont sorties ce qu'on appelle les liseuses. Ce sont des tablettes à encre électronique vous permettant de charger des livres numériquement et d'être moins encombrants. Petite parenthèse, les écrans à encre électronique ont la particularité de laisser afficher leur image sans électricité. Une liseuse utilise sa batterie uniquement lorsque vous tournez une page ou que vous écrivez quelque chose. Ce qui fait que normalement votre liseuse est capable d'avoir une très longue autonomie. Fin de la parenthèse. Je n'ai jamais été convaincu des écrans à encre électronique. Si l'on compare à un livre papier, vous ne ressentez pas la taille de l'œuvre. De plus, lorsque vous souhaitez vous débarrasser d'un livre, vous pouvez le déposer dans des cabines de livres gratuits, permettant à d'autres, comme à vous-même, de profiter d'un échange de services gratuits. Les liseuses devraient être principalement utilisées pour des modes d'emploi, des notes temporaires, pour des journaux numériques, éventuellement. On dit que si le monde devait tomber un jour, seuls les livres nous rappelleraient notre culture et nous sauveraient de notre annihilation. Néanmoins, il faut savoir que le livre, comme tout bon produit commercial qu'il est de nos jours imprimé en piètre qualité. Prenez un de vos livres de poche datant des débuts des années 2000. Je suis presque sûr que ces pages ont déjà jauni, voire un peu désagrégé, et peut-être même les pages déjà décollées. Même si votre livre aurait été rangé dans un endroit à l'abri de la lumière, dans un milieu sec, celui-ci subirait les outrages du temps. Tout est perdu. Car le papier utilisé actuellement n'est pas fait pour durer. Il y aurait même eu certains cas où l'encre se détachait des pages, un peu comme une impression laser. Les livres peuvent être le plus grand témoin de notre passé, de notre culture. Quelle que soit l'époque que l'on vit, il reste un moyen de transmission du savoir à nul égal. Un livre ne nécessite que peu d'entretien et ne demande aucune énergie, ni aucun support pour être consulté. Je ne crois pas en la dématérialisation du livre, comme c'est malheureusement déjà arrivé pour la musique. Il est déjà par lui-même un moyen facile de communication parfaitement optimisé. Le livre a la vie dure, et je la lui souhaite très longue. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer les notifications. C'est très important pour nous en tant que youtubeurs, pour notre référencement dans l'algorithme de YouTube. Et aussi pour vous, pour être informé des prochaines vidéos. Je vous en remercie d'avance. Ciao! Bon, ça va, arrêtez, le pauvre homme a suffisamment souffert, c'est pas un jeu.